Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là pour cette deuxième édition des Universités de l'économie de demain à Rennes. Alors, les Universités de l'économie de demain, elles datent leur première édition en 2019. Elles ont été créées par une quarantaine d'organisations, réseaux entrepreneuriaux, nationaux et locaux, qui ont décidé de se fédérer pour porter une nouvelle voix d'une nouvelle génération d'entrepreneurs et de patrons, on va dire, de patrons militants pour la transition écologique et sociale, et qui voulaient un peu sortir des visions traditionnelles de l'économie pour penser vraiment l'économie de demain et encourager une transformation de modèle. Une transformation de modèle avec les décideurs économiques, politiques, mais aussi une transformation de modèle entre nous. Et c'est pourquoi, donc, pendant ces universités d'été et à Paris et ces universités de l'économie de demain dans chaque capitale de région, vous assisterez à des grands débats, mais aussi à des rencontres exclusives avec des financeurs engagés et des masterclass pour que les meilleurs d'entre nous sur ces enjeux de transition écologique et sociale nous aident et nous apprennent à transformer nos entreprises au quotidien. Donc merci à tous d'être présents aujourd'hui. Cette année, on a choisi le thème de la sobriété. Alors on l'a choisi l'année dernière, exactement à cette date, et il était peu, voire pas connu, presque subversif pour des entrepreneurs de le choisir. Choisir finalement d'affirmer qu'il faut faire moins et mieux pour une nouvelle prospérité. Et on a été joyeusement rattrapés par l'actualité. Finalement, on a, je pense, la légitimité et beaucoup d'intérêt à penser ensemble une économie de la sobriété qui ne se limite pas à baisser son chauffage pour les 3 prochains mois et qui peut finalement penser avec ce nouveau mantra, cette nouvelle manière de fonctionner, une autre manière de faire économie. Et c'est ce qu'on a vu finalement, session par session, de Paris à Rennes, en passant par Montpellier, Lyon et Marseille, où on sera dans le mois prochain. Donc merci beaucoup d'être là pour participer aussi à l'émergence de cette nouvelle vision et puis à sa concrétisation au quotidien. Cette dynamique, je l'ai dit, c'est pas du tout une dynamique seulement du mouvement Impact France. Ce mouvement, c'est un mouvement qui a vocation à devenir la nouvelle organisation patronale qui réunit les entrepreneurs et dirigeants engagés. Aujourd'hui, qui réunit un peu plus de 15 000 entrepreneurs partout en France, mais aussi plus d'une quarantaine de réseaux. C'est aussi des dynamiques locales, dynamiques thématiques et beaucoup d'acteurs qui se réunissent pour faire action commune et qui ont décidé de s'engager. Et je sais qu'ici, à Rennes particulièrement, les réseaux ont été particulièrement engagés. Et du coup, je voulais vous proposer à tous les patrons de réseau, les dirigeants de réseau qui ont participé à l'organisation de me rejoindre sur scène pour finir cette introduction. Et je crois qu'on peut tous les remercier et les applaudir s'ils acceptent de monter. Parce que c'est donc le réseau Entreprendre, France Active, les dirigeants responsables de l'Ouest, le CJD, Make Sense, Entreprendre pour la planète, Bouge ta boîte, Bicorp, l'Unéal, Réseau Initiative France, Lucie, qui ont accepté de prendre du temps, voilà, pour faire un événement ensemble et pour se dire que ce qui est important aujourd'hui pour construire demain, c'est moins de faire la compétition et de se dire qui va être plus grand, plus fort, mais c'est de se coaliser, de se coordonner et d'essayer de fédérer nos énergies communes. Et je voulais évidemment remercier aussi les personnes qui l'ont piloté pour Impact France, qui s'appellent Virginie, Marie et Marjolaine, qui ont fédéré ces dynamiques, qui les ont animées au quotidien depuis des mois. Donc merci de votre confiance et donc chacun a apporté sa pierre pour que cet événement il puisse refléter aussi des différentes dynamiques entrepreneuriales et pour qu'il soit en même temps ambitieux mais le plus réaliste possible.
Ensemble, on n'a pas fait que construire cet événement, on a aussi participé à construire des visions, des propositions. Et donc, on va vous présenter un peu ce qui ressort de ce qu'on se dit. Encore une fois, la sobriété, on a essayé de la prendre dans toutes ses acceptions. Et donc, on a travaillé depuis quelques mois sur quels seraient les commandements d'une entreprise sobre, comment, en tant qu'entreprise, on pourrait aller vers cette nouvelle manière de fonctionner, et ce qui suppose des changements qui sont structurels, qui peuvent être difficiles, changements de manière aussi de voir la possible réussite de nos entreprises. Et donc, vous voyez là les commandements sur lesquels on est arrivé et qu'on rediscute, qu'on rechallenge à chaque édition. Et ils sont aussi un peu le cœur des masterclass que vous aurez cet après-midi. Et puis, au-delà des commandements de ce que nous, on pourrait faire en tant qu'entrepreneurs, il y a aussi ce qu'on pourrait faire et ce que pourraient faire des décideurs économiques et politiques. Parce que finalement, le constat partagé, c'est que la manière aujourd'hui de soutenir les entreprises n'est pas obligatoirement totalement corrélée avec une incitation à un développement sobre et respectant les limites planétaires. Donc, on a fait aussi de nouvelles propositions, alors au gouvernement, mais aux pouvoirs publics, locaux, nationaux, voire européens en général, sur comment on pourrait accompagner les entreprises à transformer ce modèle et peut-être leur octroyer des incitations ou leur donner des contraintes pour pouvoir le faire. Et donc, on a ces propositions qui sont ressorties et qui sont aussi discutées et dont on va particulièrement discuter pendant ce grand débat. Pour avoir une première réaction un peu de terrain sur ces propositions, je voulais appeler l'adjoint en charge à la métropole de Rennes, qui nous accueille et qui nous soutient aujourd'hui, et qui est en charge des affaires économiques, Sébastien Semmeril, pour pouvoir dire comment, de son regard, la métropole, une métropole engagée comme celle de Rennes, voit ces propositions, ces commandements qui ont été faits par les entrepreneurs eux-mêmes. Bonjour, merci beaucoup de votre accueil. Bonjour à toutes et à tous, et merci de cette invitation. Au nom de Nathalie Appéré, présidente de Rennes Métropole, et donc je suis Sébastien Semmeril, vice-président, on peut le dire adjoint aussi, en charge de l'économie et de l'emploi. C'est sans doute cette deuxième partie de l'intitulé qui est important et qui peut-être légitimer de manière assez humble ma présence auprès de vous cet après-midi. Merci beaucoup d'être là, et on sait que les métropoles, elles ont cette compétence économique et elles peuvent aussi, à leur échelle, peut-être participer à cette incitation à la transformation des entreprises qui est voulue, espérée par certains, et qui en même temps pas facile. On voit aussi comme dans une période d'inflation, parfois les injonctions contradictoires rendent difficile et pour les entrepreneurs ces transformations, mais aussi pour les consommateurs, pour leurs partenaires, ces choix. Et donc dans les commandements qui ont été proposés, présentés par nos entrepreneurs et dans les propositions qui ont été faites pour les pouvoirs publics, est-ce qu'il y a aujourd'hui des choses qui résonnent particulièrement en vous et par rapport à la manière dont vous envisagez maintenant la politique économique ? Non, mais tout d'abord, merci d'avoir choisi Rennes et puis cet écrin majestueux qui nous permet de réfléchir et de débattre de manière sereine. Et puis merci d'avoir finalement choisi cette thématique à Rennes, parce que je crois que vous êtes dans la capitale d'un territoire régional qui finalement a peut-être pris conscience de ces enjeux de transition un peu plus tôt qu'ailleurs ou que d'autres. Et je serais tenté de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un chef d'entreprise, pas un responsable de chambre consulaire qui aborde ces sujets-là. Et non pas comme une finalité malheureuse ou une obligation de faire ou de contrainte, mais bien comme un moteur de croissance et comme finalement un levier de prospérité. Vous avez utilisé ce terme et je vous en remercie, parce que la prospérité, au sens étymologique du terme, c'est ce qui rend heureux. Et peut-être que l'indice de bonheur
ne doit pas forcément inclure que le résultat du bénéfice net ou du chiffre d'affaires, mais de voir aussi la qualité de vie au travail, cette capacité à pouvoir recruter. Vous êtes dans un territoire où aujourd'hui, et c'est grâce à toutes ces personnes, nous avons l'un des plus bas taux de chômage sur la métropole de Rennes, mais aussi sur tous les territoires voisins. Et même à certains endroits, à 30 ou 40 km de Rennes, vous êtes pratiquement à 0% de chômage. Et donc, ça nous amène aussi à un changement total de paradigme. On a été biberonné, éduqué au chômage de masse. Aujourd'hui, je ne rencontre pas un chef d'entreprise qui ne me parle pas de problématiques de recrutement. Et quand on creuse la problématique de recrutement, eh bien, on n'entend pas forcément la question du salaire, mais plutôt la question des valeurs, la question du sens au travail. Et donc ça nous oblige évidemment à nous repositionner et à appréhender aussi ces sujets-là, qui sont des sujets qui nous intéressent en tant que citoyens, mais aussi en tant que collaborateurs ou salariés ou évidemment chefs d'entreprise. Et quand on regarde vos propositions, finalement, on pourrait toutes les prendre et toutes les décliner dans nos politiques publiques parce qu'elles intéressent aussi les collectivités locales, elles intéressent aussi le territoire que nous représentons modestement. Et évidemment que le rôle d'une collectivité comme la métropole ou comme la région Bretagne, eh bien, c'est d'accompagner tout simplement dans ces processus de la meilleure des manières, et dans un contexte effectivement à grande incertitude. Et je pense pouvoir parler au nom de tous les chefs ou chefs d'entreprise cet après-midi pour dire que l'incertitude, mais c'est un peu comme en politique, il n'y a rien de pire pour prendre des décisions. Et je rappelle quand même que sur ces 3 dernières années, nous avons vécu une crise sanitaire qui n'a été qu'un formidable accélérateur de processus de mutation dans le commerce, dans le e-commerce, dans les modèles économiques. Et puis, crise en Ukraine, qui nous amène aussi une inflation des prix. On découvre tous le coût de l'énergie. Je dis souvent en plaisantant et sans faire injure à qui que ce soit, parce que je crois que dans une entreprise publique comme privée, chacun est à sa place et chacun a sa place. Mais la problématique énergétique est passée du N-12 au DG. Et ça aussi, ça nous oblige parce qu'il y a une prise de conscience générale. Quand, par exemple, sur la ville de Rennes, je parle de ce que je connais, pardon, mais ça va sans doute faire écho à beaucoup d'entre vous. Quand notre budget énergie passe de 5 millions en 2019 à 25 millions aujourd'hui, bien évidemment que ça a une incidence forte sur nos politiques publiques et sur les budgets qui sont les nôtres. Et donc, ça nous oblige aussi à penser les choses différemment. Et vous avez raison de rappeler que c'est un peu contre-intuitif tout ça, parce que Marshall, tout le monde n'est pas Marshall. Et se dire qu'en période de crise, en période d'incertitude, c'est précisément à ce moment-là qu'il faut investir massivement dans les transitions, c'est pas naturel. Mais je serais tenté de dire que c'est absolument nécessaire, parce que si on ne le fait pas, on risque d'avoir des lendemains de très grandes déconvenues. Parce que finalement, l'économie restera l'économie, même si elle est vertueuse, même si elle est verte, elle restera un moteur de croissance, un moteur de développement, et évidemment, il y aura des gagnants et des perdants. Et ceux qui ne prendront pas les virages, eh bien, peuvent se retrouver avec cette force centrifuge un peu dans le décor. Et donc, l'objectif d'une collectivité comme la nôtre, qui a... Je vais le dire, parce que vous savez qu'en Bretagne, on est plutôt des faisous, on a du mal à parler de nous-mêmes, mais on a de très bons indicateurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Banque de France. Parce que les chefs d'entreprise de cette région sont c'est pas de la flagornerie, hein, mais ce sont des bons gestionnaires, mais comme dans nos collectivités d'ailleurs. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ces sujets-là sont sur la table de tous les CODIR. Et donc, notre boulot, c'est de les accompagner par des aides qui peuvent être fléchées justement sur ces conversions sociales, sociétales. Et notre boulot, au bout du bout de tout ça, c'est finalement de faire en sorte que le territoire de la métropole devienne un territoire à haute responsabilité sociétale et environnementale, et que finalement, on puisse être même un territoire d'attractivité, parce qu'on est convaincu d'une chose, c'est que ces sujets-là seront également des sujets de prédilection pour le recrutement de demain. Eh bien, merci beaucoup de votre soutien, de votre intervention aujourd'hui. Et puis pour clôturer, présenter le programme, je voudrais appeler François Leprince du réseau Entreprendre Bretagne. Merci beaucoup.
Réseau Entreprendre Bretagne, avec qui on a moins l'habitude de travailler le réseau Entreprendre, et on s'est dit que c'était un moment hyper utile, justement les universités de l'économie de demain pour travailler ensemble. Et du coup, vous avez accepté. Merci beaucoup qu'on travaille vraiment main dans la main pour l'organisation de cet événement qui avait du sens et qui résonnait pour vous. Donc merci beaucoup de cette confiance, et ravi d'avoir pu avancer main dans la main. Bien, merci beaucoup, Caroline. C'est effectivement un grand plaisir d'être là avec vous et de participer, enfin d'être affiché en tout cas en tant que partenaire de cet événement majeur, et puis plus particulièrement partenaire du grand débat. Forcément, donc Réseau Entreprendre accompagne l'économie bretonne partout sur les différents territoires, et la thématique d'aujourd'hui, ça résonne évidemment beaucoup pour nous. L'association accompagne à peu près 70 lauréats par an, donc de jeunes chefs d'entreprise, créateurs, jeunes pas forcément en âge, mais jeunes dans la fonction de chef d'entreprise, créateurs ou repreneurs. Et pour nous, c'est quelque chose d'important que de raisonner et d'impliquer et de s'impliquer sur les problématiques de l'impact. Donc évidemment, l'événement organisé ici à Rennes est quelque chose d'important pour nous. La mission de Réseau Entreprendre, c'est de faire réussir les créateurs, les repreneurs d'entreprises et les développeurs de futures PME. Donc on vise surtout des entreprises à fort potentiel d'emploi. Et tant qu'à faire, on va essayer de faire des emplois un petit peu raisonnés. Donc quelques chiffres peut-être sur Réseau Entreprendre qui fête cette année ses 20 ans sur le territoire breton. 8000 emplois créés ou sauvegardés, 600 entreprises accompagnées, 12 millions d'euros de prêts accordés pour porter ces différents projets, et puis 350 chefs d'entreprise impliqués sur les différents territoires, puisqu'il n'y a pas qu'à Rennes qu'on fait de l'économie, il y a aussi sur tous les territoires bretons, et notre souhait, c'est effectivement d'accompagner partout. Réseau Entreprendre dispose depuis quelques mois un programme qu'on appelle Impact, ça ne s'invente pas, Impact by Réseau Entreprendre, parce qu'on essaye effectivement de mettre l'impact au cœur de la stratégie de l'association, avec cette vision pour 2025 d'accompagner encore plus d'entrepreneurs à impact. Et donc ça, c'est quelque chose qui forge aujourd'hui l'action de l'association. Et notre projet, c'est d'accompagner des porteurs de projets et d'entreprises à impact, mais aussi d'accompagner tous les lauréats pour essayer de faire en sorte que tout le monde prenne en main cette problématique qui nous concerne tous. À cette dimension impact, nous, on vient rajouter une dimension qu'on appelle la dimension territoriale. C'est quelque chose qui est important pour nous, parce qu'être impactant, c'est aussi être impactant partout. Et notre territoire breton, comme ça a été dit juste avant, est effectivement plutôt dynamique. Mais malgré tout, il y a quand même des zones qui sont un peu en déprise. Et pour nous, c'est important de pouvoir aussi accompagner tout type de projet, parce qu'une bonne reprise sur un territoire, ça peut être aussi de l'emploi sauvegardé, donc de la vie locale qui continue plutôt que d'être dans une forme de déprise. La conviction de Réseau Entreprendre Bretagne, on l'affiche assez régulièrement dans toutes les associations des Réseaux Entreprendre d'ailleurs, c'est pour créer des emplois, créons d'abord des employeurs. Et nous, on vient rajouter effectivement cette notion et on vient enrichir un petit peu cette conviction, et on évoque le fait que pour créer des emplois durables, eh bien, il s'agit d'accompagner et de créer des entrepreneurs engagés sur nos différents territoires. Ça résonne tout à fait avec ce que j'ai vu là, constituer ensemble l'avant-garde de l'économie de demain, et c'est ça qu'on fait. Eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté d'organiser ça ensemble. Donc vous avez compris, maintenant on va passer au grand débat. Donc l'idée, c'est vraiment de s'aligner, de réfléchir sur les enjeux de l'économie de demain, sans tabou, en pouvant vraiment en parler en toute franchise, pour pouvoir réellement proposer des manières de fonctionner, et puis des manières d'accompagner les entreprises qui soient nouveaux, qui soient différents. On a choisi à Rennes et aujourd'hui de parler du sujet du travail. Donc vous voyez le thème du grand débat, travail, réforme ou révolution. Bon, c'est particulièrement d'actualité, vous le savez tous, on est en pleine réforme des retraites, et donc on parle beaucoup en ce moment d'un côté de temps de travail, plus largement, de l'autre côté du sens du travail, mais aussi face à des enjeux de recrutement qui sont massifs. ADECO vient de sortir une étude, on a à peu près 4,5 millions recrutements prévus cette année en France, donc c'est vraiment énorme. On a aussi des vagues de licenciements dans des entreprises, principalement en ce moment, ce qui fait l'actualité, c'est dans les entreprises de la tech. Et on a
cette question sous-jacente de grande démission ou d'autres manières aujourd'hui d'appréhender le travail et donc de ne plus vouloir s'intégrer à minima dans les CDI d'hier, j'allais dire, mais quand même d'aujourd'hui pour certains d'entre nous, j'espère. Et donc un grand bouleversement autour de cette valeur travail. Et nous, ce qui nous est apparu, c'est qu'aujourd'hui, il fallait qu'on soit en capacité et en transparence, qu'on ait cette capacité de réfléchir, d'échanger ensemble pour pouvoir penser le travail dans le monde et l'économie de demain sans s'enfermer finalement sur des débats trop soudains ou à trop court terme. Et c'est pour ça qu'on a sollicité des intervenants que je remercie infiniment de leur participation et de très grande qualité pour venir participer à ce débat. Et donc je leur demande de me rejoindre sur scène. D'abord Alexandre Rubin, qui est le directeur général d'Yves Rocher, que je vous invite à applaudir. Marie-Laure Collet, qui est la présidente de l'APEC, mais aussi très bien connue du territoire, car elle dirige Calicea et Entrepreneurs pour la planète. Tanguy de Gélis, que vous connaissez sûrement tous, car vous avez tous sur votre téléphone l'appli Familéo. Et Jérôme Ambruster, qui a fondé et qui dirige Hello Work, et donc une plateforme de recrutement. Je vous invite à tous vous asseoir. Allez-y, c'est moi qui ferme la marche. Vous aurez un invité surprise à la fin. Bonjour à tous, merci beaucoup d'avoir accepté de prendre le temps de cet échange. Donc j'ai fait une petite introduction et donc j'irai droit au but pour les questions. En commençant par vous poser cette question finalement de l'actualité, du lien entre la valeur et le sens du travail. Donc on l'a dit, aujourd'hui il y a une question globale sur le temps de travail et dans la semaine et sur tous les temps de la vie, mais qui pose aussi plus concrètement, de manière plus large, la question de ce qu'on veut faire au travail et de ce qu'on est prêt à y donner. Mais du coup, Tanguy, je voulais commencer par vous parce que vous êtes un représentant je vais dire de la Startup Nation aussi, même si c'est une startup très particulière, et donc vous allez nous expliquer pourquoi. Mais du coup, avec des générations dans votre entreprise qui sont plutôt des jeunes générations. Et donc, je voulais vous demander là, est-ce que vous sentez aujourd'hui, avec l'équipe que vous avez autour de vous, qu'il y a un débat autour de travailler plus ou moins, que c'est ça qui fait l'actualité aujourd'hui dans votre entreprise, ou est-ce que c'est plutôt un débat sur le sens du travail et ce qu'on peut y trouver aujourd'hui dans son quotidien? Alors bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité à ce grand débat. Donc effectivement, on est effectivement une entreprise un petit peu particulière parce qu'on a une finalité assez évidente qui est celle de recréer du lien. Voilà, Familéo, du coup, qui va proposer de redynamiser le lien familial à destination des grands-parents par l'intermédiaire d'un petit journal papier qu'ils vont recevoir dans leur boîte aux lettres, alimenté depuis les applis des enfants et des petits-enfants, juste pour rappeler un petit peu ce qu'on fait. Et pour répondre plus précisément à votre question, voilà, nous, ce qu'on ressent en fait à travers l'expérience Familéo, c'est qu'effectivement, il y a une attention, je dirais, de plus en plus forte à l'équation globale que représentent les différents paramètres du travail. Donc évidemment, le temps de travail, ou l'aménagement plutôt du temps de travail, en fait partie. On voit qu'il y a une conscience plus affûtée sur l'équilibre vie pro, vie perso, qui devient vraiment quelque chose de très important. Mais à mes yeux, je dirais que le vrai débat et la vraie question tournent tout de même autour du pourquoi. Alors, ce qui est intéressant dans notre expérience, c'est qu'on a une chance immense dans le sens où on a des preuves très concrètes, nous, de l'utilité de notre boulot. Donc voilà, on a des nombres de messages, on a des gazettes qu'on envoie toutes les semaines, on a des témoignages tous les jours, on a des petits mots écrits par des grands-parents qui arrivent dans notre boîte aux lettres, on a même des bénéficiaires qui montent à l'étage pour nous remercier. Donc on est vraiment très chanceux parce qu'on est nourri par ces retours, par ces échanges. Donc voilà, super, extra. C'est sûr que ça, je pense que c'est un atout qu'on a dans notre entreprise et qui du coup donne peut-être plus envie
dans ce cas de figure, d'aller travailler pour quelque chose où le sens est évident. Mais à côté de ça, on a pu voir que depuis qu'on a lancé cette société, ça ne suffit pas, j'ai envie de dire, pour nourrir tout ça au jour le jour. Et qu'en fait, la question fondamentale, en tout cas la vraie clé finale, pour moi tout ça c'est un ensemble, hein, mais j'ai envie de dire que l'élément qui me semble au final aussi important, c'est véritablement la manière dont la personne en elle-même va s'épanouir, va sentir une utilité concrète, pas seulement au niveau de l'organisation, mais aussi à son niveau à elle, de voir, je sers à quelque chose, je vois concrètement les actions de mon travail, je suis reconnu comme tel, voilà, et puis après, avec aussi, c'est un climat sympa, voilà, j'ai des amis, j'ai des collègues qui peuvent devenir des amis, on voit que tout ça c'est un tout, et que en fait, la question du pourquoi, évidemment, elle est dans la finalité propre de l'entreprise, mais je dirais que moi, de ce que je vois, elle est aussi plus globale. Et la vraie, voilà, elle est plus globale dans le sens où voilà, pourquoi je vais travailler, pour qui, de quelle manière, effectivement pour quelle finalité, mais le pourquoi il englobe énormément de choses au final. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je voulais aussi passer la parole à Marie-Laure Collet, parce que vous êtes présidente de l'APEC. Donc, l'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres. Et aujourd'hui, finalement, est-ce que vous avez l'impression que, même pour ces cadres, on va dire, il y a besoin aussi d'une nouvelle vision du travail qui peut-être soit plus en cohérence avec la limitation des ressources planétaires et aussi une autre manière de fonctionner, de travailler, une autre prise en compte de l'ensemble de la société et peut-être plus seulement une vision directe sur, par exemple, les bénéfices quotidiens de l'entreprise qui pendant très longtemps, ont été ce qu'on regardait finalement, le juge de paix qui permettait de drainer tout le monde et de donner du sens au travail, et notamment des cadres qui en avaient la responsabilité. Merci, bonjour à toutes et tous. En fait, je pense qu'il faut pas se tromper aussi dans la définition de ce qu'est le travail, parce que le travail reste le travail. Et bien souvent, on fait une erreur de base, c'est qu'on considère que le travail est une valeur, alors que le travail n'est pas une valeur, mais il est contributeur, évidemment, de la valeur. Hein, le fait de travailler, ça amène de la valeur ajoutée. Évidemment, c'est une notion qui n'est pas éloignée de la définition des valeurs, mais à partir du moment où on se trompe sur le postulat de départ, évidemment, il y a des dérives faciles. Alors, le cadre n'est pas différent de quelconque travailleur par rapport au sens qu'il veut donner à son travail au quotidien, évidemment. Je pense qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, du sens, notamment peut-être à cause de ce qu'on vient de vivre avec la pandémie. Donc, ça a pris une tournure assez exacerbée. Mais il y a 30 ans, les gens cherchaient aussi du sens dans leur travail. Ils ne l'exprimaient pas de la même façon. Mais il ne faut pas penser que c'est une notion nouvelle. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et d'ailleurs, sur nos études à l'APEC, puisque nous sommes dans l'une de nos 3 missions de mandat de service public, dans l'obligation de réaliser toutes les études de prospective, notamment sur le travail des cadres, eh bien, nous nous sommes rendus compte que la pandémie n'avait permis finalement qu'à 1 cadre sur 5, mais quand on le compare aux études de Pôle emploi, c'est 1 actif sur 5, donc même combat, hein, qu'on soit cadre ou non cadre, sur évidemment s'interroger sur le sens que l'on donne à son travail. Mais ce n'est que 20% de la population des actifs. Donc vous voyez, ça veut dire que 80%, finalement, c'est une notion qui les habite peut-être, mais ils ne l'expriment pas comme étant une priorité. Et je suis venue à une petite étude de l'APEC parce que sur la notion des métiers de demain et les métiers verts et les métiers verdissants. Et quand on parle de ce qui préoccupe le plus un cadre pour changer d'emploi, bien, je l'ai entendu tout à l'heure, c'est pas l'impact, c'est pas le sens ou le fait de travailler dans une entreprise écologiquement, énergétiquement responsable. Le premier critère pour changer d'emploi en France, ça reste la rémunération à 52%. Il ne faut pas se tromper entre le déclaratif et la réalité.
Quand vous interrogez les gens dans la rue, évidemment, ils vont donner le sens. Et je vais vous dire qu'avant la pandémie, tout le monde n'avait qu'un mot à la bouche, c'était le bonheur au travail. Comme par hasard, ce concept s'est évaporé et on n'en entend plus parler. Voilà. Le deuxième critère à 49%, c'est l'intérêt des missions. Donc vraiment ce que l'on fait au quotidien, ce qu'on délivre par son travail. La troisième, c'est la localisation de l'entreprise. La quatrième, ce sont les conditions de travail que l'entreprise permet et offre à ses salariés, avec, comme le disait Tanguy, par exemple la flexibilité, le fait d'avoir des aménagements particuliers. L'item suivant, c'est la solidité économique de l'entreprise. Vous changez d'entreprise quand vous êtes sûr que vous allez être payé à la fin du mois. Ensuite, l'utilité des missions, donc avec le sentiment d'être utile et d'être contributif. Voilà. Ensuite, la possibilité d'évolution et donc des possibilités de formation que vous donne l'employeur pour pouvoir gérer votre carrière. Et donc, si je compte bien, en 8e position, pour 12%, l'impact social ou environnemental de l'activité de l'entreprise. Voilà. Et sachant que si on fait une segmentation sur les âges des répondants, la moyenne est à 12% et les moins de 35 ans ne répondent qu'à 16%. On pourrait croire que les moins de 35 ans auraient répondu sur cet item-là bien avant les autres items que j'ai précités. Donc, il faut faire très attention entre le déclaratif et le politiquement correct que l'on va dire au coin d'une rue ou que l'on va dire dans un dîner avec ses amis et la réalité de ce que vivent les gens. Avec en plus, parce que votre question était aussi sur le collectif, le fait de dire que quand vous interrogez les gens, ils parlent toujours de leur notion de vouloir travailler et jouer collectif. Mais en vrai, on n'a jamais été dans une société aussi individualiste qu'aujourd'hui. On veut bien jouer collectif si ça nous plaît à nous d'abord. Voilà, donc c'est juste, je ne veux pas casser l'ambiance, mais c'est juste pour dire qu'il faut faire très attention quand on s'exprime sur ces sujets-là, de dire est-ce qu'on travaille sur le déclaratif ou est-ce que l'on se raccroche à la réalité quotidienne à la fois des individus, alors on va parler des salariés, mais aussi de l'entreprise et du monde économique. Voilà. Ok, hyper intéressant, merci beaucoup parce que ça donne des éclairages très concrets. Du coup, d'ailleurs, je vous précise, si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas. Virginie est là et donc peut prendre vos questions. Ça sera avec plaisir qu'on pourra les intégrer au débat. Du coup, ça me fait une super introduction pour Alexandre Rubin parce que Yves Rocher a choisi de devenir entreprise à mission et donc de réaffirmer justement ses engagements sur l'impact écologique en l'occurrence en devenant entreprise à mission, en créant un comité de mission autour de ça. Est-ce que vous avez l'impression que c'est porté en interne par les salariés et que ça devient un argument et de recrutement et de consolidation des équipes que vous avez, ou aujourd'hui c'est quelque chose, comme on a vu, peut-être un plus, mais qui n'est pas obligatoirement si structurant dans la manière de faire fonctionner l'entreprise? L'entreprise à mission, il faut rappeler ce que c'est. C'est un statut juridique qui engage l'entreprise sur certains devoirs, en particulier dans le cas d'Yves Rocher lié à l'écologie. Ce qui est important, c'est la démarche qui était derrière ça de Brice Rocher, d'être une des premières entreprises de grosse taille, la première pour le coup, à s'engager auprès de l'État, à dire non, on va le mettre dans nos statuts. On ne l'aurait pas fait s'il n'y avait pas derrière ça, depuis des années, depuis la création de la marque, cet engagement. L'histoire de M. Yves Rocher, c'est, je crois, à des produits de beauté naturels. Alors, je rappelle quand même qu'en 1958, c'était absolument pas possible. Seule la chimie comptait. C'est évidemment très amusant pour nous de voir qu'en 2022, L'Oréal, chimiste par excellence, se trouve des vertus sur le naturel, ce qui est super. La deuxième chose qu'il a dit, c'est « je sauverai mon village de la Gacilly et j'en ferai quelque chose d'extraordinaire ». Je pense qu'au-delà de ce qu'il a fait à la Gacilly, la marque Yves Rocher, j'entendais tout à l'heure entreprendre en Bretagne. Je souhaite aussi 100 entreprises d'entreprendre en Bretagne, de devenir une entreprise à rayonnement mondial comme les Yves Rocher.
Donc c'était simplement se dire, voilà, on va le faire. Donc pour nous, en interne, ça n'a pas changé grand-chose. Peut-être un peu de fierté. Certainement, l'obligation plus que jamais, dans notre vie au quotidien, d'agir en cohérence avec l'histoire de notre marque, qui maintenant est reconnue. En externe, ça a certainement joué favorablement dans l'image de l'entreprise. Maintenant, je voudrais relativiser, et là aussi, faire attention à ce côté un peu jacobin, au sens propre du terme, parisien. Aujourd'hui, l'entreprise à mission, quand je recrute pour un jeune cadre, jeune diplômé qui va faire de la data, certainement que ça joue, parce qu'il lui faut du sens. On l'a vu avec ces étudiants d'agrotech qui appelaient à la désertion, je crois. Est-ce que vous pensez qu'une esthéticienne qui va rechercher un travail aux Andelys, qui est notre plus petit magasin, je ne sais même pas si vous savez où c'est dans la campagne normande, l'entreprise en mission, elle n'en a pas parlé. Par contre, elle connaît Yves Rocher. Vous voyez, donc il faut relativiser. Ce qui est très important dans le recrutement externe, pour certains, parce qu'ils en ont entendu parler, parce qu'ils vont sur Internet, parce que ça les passionne. Pour d'autres, ce n'est pas le sujet. Donc, ce qui est très important en interne comme en externe, c'est qu'une fois qu'on a été dans cette entreprise en mission, au quotidien, nos engagements sont respectés. C'est ça le plus important. Ça nous met juste un tout petit peu plus de pression. Enfin, on aime bien et en ce moment, on adore ça. On aura l'occasion d'en reparler. Et du coup, vous sentez une pression aussi quelque part externe, ça on a compris, ces enjeux d'alignement qui est effectivement du coup affiché, et en interne, du coup une certaine conscientisation des salariés qui regarderaient encore plus finalement cet alignement aussi. On doit être de plus en plus en adéquation avec nos engagements. Ça demande beaucoup de pédagogie. Hein. Alors j'insiste là-dessus, en interne, en externe, l'entreprise à mission, jusqu'à présent, c'était super. Ah, vous êtes entreprise à mission. Donc, ils viennent. Là, on parlera peut-être tout à l'heure. Il y a une drôle d'entreprise à mission. Parce que certaines choses dont vous me poserez certainement la question ont été dites, qui sont complètement faux, sur lesquelles je reviendrai. Voilà, ça nous oblige juste à être bon, à tracer notre route et à la tracer proprement. La preuve, pas les discours. Alors, je passe à vous, Jérôme. Parce que effectivement, vous avez finalement un endroit de vie qui vous permet de voir vraiment comment se comporte aussi le marché du travail presque au quotidien. Et du coup, on a parlé des chiffres finalement. On a des sondages qui disent que la génération Z ne regarde plus le salaire et ne regarde plus que l'engagement. Et puis, on a d'autres sondages qui disent que finalement, c'est une portion congrue. Quelle est, votre analyse aujourd'hui, plateforme qui permet de recruter, qui permet aussi de trouver son emploi, mais aussi sa formation? Est-ce que vous voyez des changements significatifs, et notamment vis-à-vis de la nouvelle génération qui, je pense, utilise pas mal votre plateforme? Bonjour à tous. Je suis assez d'accord avec vous deux. Avec vous trois d'ailleurs, hein. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre la réalité d'une recherche active, et là je confirme qu'on va être sur la localité, le salaire, des choses, on va dire, très classiques. Par contre, on voit quand même une modification dans la prise de conscience, dans l'envie d'en savoir plus, dans l'envie que l'entreprise s'engage plus. Même si ça ne modifie pas forcément l'action, elle a quand même évolué. Dans à la fois un sondage autour de plusieurs milliers de candidats, on a quand même vu progresser l'envie que l'entreprise s'engage dans une politique RSE, à passer de 44% à 55% en l'espace de 3 ans, sur le fait que c'était quelque chose qui était important pour les candidats. Après, quelque part, le chiffre a peu d'importance, mais la dynamique, on va dire, de dire que c'est quelque chose qui rentre dans un inconscient, que c'est quelque chose d'important, ça, moi, je pense que c'est réel. Si on va un peu plus, chez les encore un peu plus jeunes, à travers notre activité Diplôméo, on a les étudiants qui vont rentrer sur le marché du travail, et eux nous disent à 76% qu'ils seraient prêts à accepter un travail moins bien payé s'il avait du sens pour eux. Je suis tout à fait d'accord que c'est du déclaratif. Je suis tout à fait d'accord qu'ils feront probablement des choix peut-être qui ne sont pas cohérents avec ce qu'ils viennent de dire. Mais néanmoins, ils ont cette envie-là. Et c'est quelque chose qui est quand même très fort. Et
pour revenir plus à un contexte de notre propre société, et moi en tant que dirigeant, dans les 4-5 dernières années, j'ai vu d'une manière beaucoup plus régulière des très jeunes, des salariés qui sont là depuis 2 semaines et qui m'apostrophent au café en me disant « Et alors, sur l'empreinte carbone, on fait quoi chez Hello Work ?» Alors qu'il n'y en a aucun qui me dit « Alors, Hello Work, sur la rentabilité, on fait quoi ?» Il ne se serait pas permis de me rendre responsable de certaines choses dont on ne parle pas forcément à un dirigeant. Par contre, sur ces parties-là, tout le monde a le droit au chapitre et tout le monde a le droit de rendre comptable le dirigeant de devoir s'engager là-dessus. Donc il y a quand même des choses qui bougent. Alors, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait finalement qu'il y a une espèce de culture de la transparence dont vous témoignez. C'est-à-dire que pas obligatoirement une culture de choisir beaucoup plus l'impact par rapport à certains vecteurs traditionnels, mais peut-être une exigence vis-à-vis de l'entreprise qui est renforcée et qui fait que finalement le contrat de travail, il va aussi impliquer ça. Moi, c'est ça que je comprends aussi de ce que vous dites, et du coup qui rend peut-être la relation contractuelle, il y a ça qui rentre aussi dans le contrat. Est-ce que ça, c'est des choses, voilà, en tant que dirigeant, que vous ressentez, et peut-être qui sont un signal faible qui va grandir et qu'il faut peut-être appréhender maintenant dans la manière de gérer ces équipes et de pouvoir les intégrer dans la vie de l'entreprise? Alors, je pense que c'est tout à fait le cas. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, je pense que c'est aussi un luxe que certains ont et que tout le monde n'a pas. Donc, lorsqu'on a un salaire d'un certain niveau et qu'on a la capacité à choisir l'entreprise dans laquelle on va travailler, ben c'est beaucoup plus simple, et on le comprend bien, hein, on n'en veut à personne, que lorsqu'on n'a pas trop le choix de son entreprise et qu'on galère un petit peu en fin de mois. Donc... Alors, c'est bien, ça me fait une transition avec la question du public qui m'a été adressée. C'est effectivement, si finalement ces critères continuent d'être assez traditionnels, pour les entreprises qui sont à impact, donc qui font de l'impact social, écologique au cœur de leur modèle, et qui souvent, donc du coup, ont une vie économique affectée par cet impact, parce qu'elles ne peuvent pas proposer obligatoirement les mêmes salaires ou le même confort, comment peuvent-elles recruter finalement? Ou est-ce qu'elles recrutent les 10% finalement pour qui c'est plus important? Est-ce que vous avez une vision de ça, notamment vous, Marie-Laure, à l'APEC, sur le recrutement des cadres dans des entreprises à impact qui, du coup, rognent sur des propositions financières ou, encore une fois, de confort? Alors, je ne sais pas si je vais vous apporter la réponse que vous attendez, et je rebondis sur ce que vient de dire aussi Jérôme, mais ça va reboucler, c'est que aujourd'hui, cette notion-là, elle est indispensable. On sait que la transition digitale a mis 10 ans à se faire, et elle n'est pas terminée pour certaines entreprises. Ça a donné naissance à de nouvelles compétences, à de nouveaux métiers. OK. La transition que l'on vit aujourd'hui sur l'énergie, l'écologie, le climat, etc., on n'a pas 10 ans devant nous. Donc il faut aller très vite. Donc évidemment, la prise de conscience collective sur le fait que ces compétences que porte l'entreprise et que demain porteront les salariés, elle est obligatoire. Alors je ne voudrais pas faire de la provoque vis-à-vis de Jérôme, mais quand son collaborateur lui demande s'il fait quelque chose pour l'empreinte carbone, ça veut dire aussi quelque chose derrière. C'est quelle va être mon employabilité durable dans un monde qui change très vite, où nécessairement mes compétences vont devoir évoluer. Et pour rester employable, je dois m'interroger sur l'ensemble du spectre de ces transitions. Alors là encore, je me réfère à une étude de l'APEC qui prend en compte la transformation des métiers, parce qu'il y a eu aussi une fausse croyance qu'on voit sur certains sites en disant 50% des métiers en 2030 n'existent pas aujourd'hui. Alors c'est faux, hein, quand même le savoir. 97%, alors bon, ça c'est en général, hein, sur l'ensemble des compétences, mais l'ensemble des métiers par rapport à la transition écologique va se transformer. On a fait l'étude sur les métiers verts et verdissants.
97% des métiers, sur les 444 familles de métiers en France, va se transformer avec cette compétence liée à cette transformation énergétique, écologique, environnementale. 3% seulement sont des nouveaux métiers. Et il y a 17 familles de nouveaux métiers. Je pourrais vous les donner, je les ai aussi. Mais ça ne sert à rien de faire une liste à l'après-vert. Allez voir l'étude, elle est accessible gratuitement sur le site APEC Corporate. Donc, en fait, cette notion de transformation qui s'accélère renvoie finalement à un intérêt que chaque salarié a pour durer dans son emploi. Et c'est aussi pas étranger le fait que dans l'étude, la progression, la formation soit avant l'intérêt même de l'impact en tant que tel. Alors les entreprises à impact, elles arrivent, comme des nouveaux segments de certains secteurs vont émerger. Sur les énergies renouvelables, il y a une filière, et je suis très heureuse que ce soit porté par Rennes Métropole, par Rennes, qui est une entreprise qui s'appelle Switch Energy, qui travaille sur l'énergie osmotique. C'est une énergie nouvelle dont on n'entendait pas parler il y a 3 ans. Enfin, l'osmotique, on en entend parler depuis très longtemps, mais ça va devenir une filière, une véritable filière, donc qui va créer des nouveaux métiers. Et dans ces métiers, eh bien, vous aurez les mêmes problématiques de rémunération, parce que ça reste quand même un système économique à part entière. Voilà. Et moi, je crois que, pour revenir à votre question de la rémunération et de l'intérêt du métier et du nouveau segment, eh bien, les modèles économiques qui tiennent restent quand même des modèles relativement cohérents, et que, mis à part le modèle de la start-up dont on n'a pas besoin de faire la définition ici, eh bien, on a toujours des clients, on a toujours des fournisseurs, on doit avoir un bilan et on doit équilibrer à minima son bilan tous les ans. Voilà. Donc, et avec des nouvelles composantes. On a beaucoup parlé de l'impact carbone. Il y a des nouvelles entreprises comme Ecotri qui permettent aujourd'hui de venir donner une nouvelle composante dans son bilan. Voilà, donc on ne pourra pas faire sans, mais je veux dire aussi qu'il faut rester extrêmement pragmatique. Oui, et puis ce que je comprends, c'est que de ce que vous dites, c'est que aller finalement dans des secteurs à impact ou des entreprises à impact, c'est aussi travailler à son employabilité de demain, parce qu'on est sur des innovations et qui vont faire la vie économique de demain. Et même dans les entreprises traditionnelles, c'est-à-dire que tous les dirigeants, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit leur taille, les dirigeants devront s'interroger pour dire: qu'est-ce que j'apporte à mes salariés pour que leur employabilité soit durable chez moi et qu'ils soient eux-mêmes un instrument de transformation pour respecter à minima le plan de sobriété que l'État nous demande de faire avec ses 15 propositions. Alors, on parle effectivement de plan de sobriété. En fait, évidemment, ces transformations, elles se font quand même pas sans conflictualité, parce que évidemment, il y a une difficulté. Le Shift Project nous dit qu'on a 300 000 emplois qui vont émerger de la transition écologique, la transition sociale. Mais c'est aussi un argument, l'emploi, parfois pour retarder des transitions, des transformations. Parce que, de fait, elles vont supposer des transformations qui vont, in fine, de détruire des emplois ou qui doivent les faire transformer. Et du coup, je voulais remercier Alexandre Rubin d'avoir accepté de venir et qu'on en parle en toute franchise, parce que la sobriété, c'est consommer moins, c'est donc vendre moins. Et vous avez annoncé il y a quelques jours un plan de licenciement de 300 personnes liées à la baisse des ventes chez Yves Rocher. Voilà, c'est ce que j'ai lu dans la presse bien informée. Et du coup, vous êtes confrontés finalement à cette tension. Et donc, pensez-vous que la transition écologique, finalement, elle peut se faire sans, on va dire, casse sociale? Alors, ce qui est intéressant, on va répondre en plein de points. Déjà, je suis obligé de répondre à la première partie qui n'est pas le sens de la question. Vous avez lu dans la presse qu'Yves Rocher va, je reprends vos propos, licencier 300 personnes dû à la baisse des ventes chez Yves Rocher. On va licencier personne. On a signé un accord de GEPP, gestion de l'emploi et des parcours professionnels, avec les élus syndicaux. C'est un accord qui court sur 3 ans pour préparer les évolutions nécessaires de notre groupe liées à la baisse des volumes, pas des ventes. Des volumes, c'est-à-dire qu'on vend moins, mais nos chiffres d'affaires augmentent, on verra pourquoi.
Et ce n'est pas chez Yves Rocher spécialement, c'est chez Groupe Rocher. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en effet, sur un communiqué de presse qui dit ça exactement, hein. Ça a été repris parfois très justement dans des journaux, à la lettre, ce que je viens de dire, et parfois de façon un petit peu rapide, comme vous l'avez décrit, ce qui est absolument faux. Au-delà de l'image que ça peut renvoyer, c'est très dur en interne. Parce que c'est beaucoup de travail derrière ça. Hein, je vous ai amené ici. La GEPP s'est engagée vers de nouvelles perspectives. Ce qu'on a, une fois que c'était signé avec les élus, partagé avec nos employés. Imaginez ce que ça peut vouloir dire, ce genre d'information, pour une cliente ou autre. Est-ce que ça peut vouloir dire dans un magasin, alors les magasins Yves Rocher vont fermer, parce que dans le même moment, une marque comme Koukaï, Gosport, il y en a eu d'autres, annonce, elle, un redressement judiciaire à la fermeture de magasins. Et vous êtes embarqué dans ce marasme. Donc voilà, je voulais juste rétablir la vérité, Yves Rocher ne licencie personne. Elle prépare justement, en anticipant, des évolutions nécessaires. Alors la question que vous posez, la deuxième partie, la vraie question, est-ce que la transition écologique peut se faire sans casse sociale ? Là encore, hein, le français est une langue riche. Casse sociale. J'ose espérer que quand je me lève le matin, moi, Brice Rocher, tout le monde, ce qu'on essaie d'éviter, c'est la casse sociale. Parce que ça, c'est destructeur. La GEPP, on sait que le consommer demain, et demain c'est très vite, ne sera pas le même qu'aujourd'hui. Ça c'est sûr. Aucune entreprise ne peut pas en faire le pari. On sait que Yves Rocher dans 10 ans ne sera pas Yves Rocher aujourd'hui. Je donne juste un exemple, on vend beaucoup de produits sous plastique, recyclés, recyclables, mais ça ne suffira pas. Parce qu'à terme, c'est no plastique. Bon, no plastique, on ne vend pas les mêmes quantités. On est très fiers de fabriquer en Bretagne. Pour une marque française, c'est génial, c'est très à la mode. Vous savez, quand je vends des produits, je ne sais pas, au Canada, le Made in France, à part la notion qualité, c'est pas très écologique parce qu'ils se disent mais ces produits sont fabriqués en Bretagne, ils viennent. Ouais. Donc ça pose ce genre de questions. Ces questions, c'est exactement nos soucis d'aujourd'hui. On sait que demain, l'entreprise doit évoluer. Et donc pour qu'elle évolue, il faut préparer ces transitions. Alors là encore, hein, énorme respect pour les startups. Mais évidemment que cette question, elle est beaucoup plus compliquée quand vous avez un groupe de taille mondiale et dans le cas d'Yves Rocher, un groupe intégré. Intégré, ça veut dire quoi? Nous fabriquons nos produits, nous recherchons des labos, on cultive nos actifs naturels à Legacy et on distribue. C'est peut-être un tout petit peu plus compliqué que, je ne sais pas, moi je ne vais pas citer de marque, des gens qui achètent à des usines à l'autre bout du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On sait qu'on doit, si on veut continuer d'avoir un impact positif, transformer notre modèle. Et ça se fera avec des évolutions. Alors ces évolutions, on l'a dit tout à l'heure, c'est des nouveaux métiers. Il y en aura. Puis c'est des métiers qui vont évoluer. Et puis c'est des métiers, il faut le dire, qui vont disparaître. Revenons sur ce point de vente et de volume. Si je rends mes produits plus green, plus respectueux de la planète, aujourd'hui, il y a déjà un défi technique. En général, l'avantage de certains ingrédients chimiques, c'est que d'un point de vue tenue, c'est mieux. Je le retire. Je fais que du naturel. Bon, il faut déjà qu'il soit qualitativement accepté des clientes. À part quelques passionnés qui seront capables de se dire oh, c'est pas grave si mon mascara coule, je sauve la planète. La masse des gens ne sont pas comme ça. Hein? Elles veulent faire du bien à la planète, elles veulent des produits naturels, elles veulent un tout petit peu d'efficacité. Hein? Donc, si je veux faire ces progrès-là, si je veux mettre plus de naturel, ça coûte plus cher. Alors, soit je suis une marque de luxe et je vends un pot de gel douche 400 ml, 45 €. Il y a du storytelling derrière, mais ce n'est pas un problème, je paye largement ma formule. Si comme Yves Rocher, je veux démocratiser depuis 60 ans, c'est une réalité, la cosmétique naturelle, je ne peux pas le vendre 45 €. Je dois le vendre 3,95 €. Parce qu'il faut qu'il soit accessible. Il faut que la majorité, la population s'engage, autrement ça ne sert à rien. Si c'est 3 Happy Few dans les cocktails de Saint-Germain-des-Prés, on s'en fout.
Si par contre, l'ensemble de la population française se dit, en achetant chez des produits sains, pas chers, je participe au-delà que c'est bon pour moi, c'est bon pour la planète, alors c'est un vrai défi. Mais ce défi-là, il a un coût, et ce coût-là, il demande des réorganisations. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que nos produits ont de facto, au-delà de l'inflation, augmenté, donc nos ventes augmentent. Mais les volumes baissent. Bon, les volumes baissent quand vous êtes dans des usines. Ça doit penser, parce qu'on fabrique nos produits, on doit penser, se dire, mais demain, si on a moins de volume, notre appareil industriel, dont on est si fier, premier employeur privé du Morbihan, un des premiers employeurs, il faut qu'il évolue. Alors la caisse sociale, ça serait de se dire, ok, c'est demain, c'est fini, terminé, au revoir. La gestion des emplois et des parcours professionnels, c'est de donner des outils sur 3 ans, d'accompagner, faire évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on est en plein dans le sujet que vous décrivez. On peut éviter la casse sociale, mais ça s'anticipe, ça s'anticipe, ça s'anticipe. Et du coup, ça s'anticipe avec aussi la gestion des compétences, la capacité peut-être des salariés à bouger aussi eux-mêmes leurs compétences. Alors, on a fait une petite différenciation, la grande entreprise start-up. Du coup, je rebondis en donnant la parole à Tanguy. Je me pose la question aujourd'hui, justement, pour avoir des salariés qui peut-être peuvent bouger dans la durée, et assumer, finalement, suivre ces transformations. Est-ce que vous, dans votre manière de recruter, puis en plus, vous êtes en plein dans la révolution digitale, je veux dire, qui est déjà arrivée, est-ce qu'aujourd'hui, les personnes que vous recrutez, vous voulez recruter avec des compétences métiers uniquement, ou est-ce qu'il y a d'autres compétences aussi, permettant éventuellement que, justement, il y ait la capacité de changer de métier? Et est-ce que vous avez est-ce que ça rentre en compte dans vos recrutements? Est-ce que vous avez l'impression que ça rentre en compte aussi chez les personnes, chez les personnes que vous recrutez, peut-être? Est-ce qu'ils l'ont dans le spectre, ces savoir-être aussi qui vont leur permettre de bouger? Alors oui. Alors c'est vrai que nous, effectivement, mais je partage complètement, on vit une histoire un peu particulière, et j'ai travaillé dans l'industrie avant, donc je mesure aussi le côté atypique de notre histoire. On a 7 ans d'existence, on n'a pas d'industrie, on est sur des services digitaux. Je ne dis pas que c'est forcément tout facile, mais on est quand même sur quelque chose de très différent de ce que j'ai pu connaître avant. Je travaillais dans l'agroalimentaire pendant longtemps. Et voilà. Et c'est vrai que c'est un aparté qui est important parce que je vois bien que l'univers du digital est un univers à part quand il n'est que digital. Alors même si on a une livraison de gazette à la fin, c'est quand même un écosystème qui est assez particulier. Et juste pour compléter, évidemment, par rapport à ce qu'on disait en préambule, je partage complètement le postulat du salaire qui doit rester effectivement un prérequis indispensable à l'intérêt d'un boulot. Voilà, quand on prend un poste, évidemment qu'on regarde le salaire, et si on a le sentiment que la contrepartie n'est pas juste, on n'y va pas. Donc je partage complètement tout ce qui a été dit. C'est vrai qu'en fait, nous, notre entreprise, elle a été créée il y a 7 ans. On est parti il y a 2 avec mon associé Armel. On a, pour vous refaire un petit peu l'histoire de la boîte, on a commencé au début avec, des personnes jeunes, des stagiaires notamment, mais pas que, dont pas mal étaient quand même en sortie d'école tout juste, et qui ont su vraiment accompagner la croissance de la boîte. Donc ils sont passés de stage à CDI, à épauler quelqu'un, puis 2, puis 3, puis 5, puis 10. Donc dans des équipes qui ont grandi, avec une notion d'engagement qui est évidemment très forte, parce qu'on est dans un projet initial qui grandit, qui se développe. Donc il y a aussi là une culture d'entreprise naturelle qui est évidente, qui est beaucoup plus... Voilà, qui est là. Il n'y a pas tellement à l'infuser, parce qu'en fait, on est autour d'un projet qui crée des choses. Donc il y a un engagement naturel qui est très fort. Et d'ailleurs, c'est ça qui est grisant dans ce type d'expérience, c'est quand on voit que ça marche, que les actions portent des actions au quotidien. Et ben, effectivement, on est un petit peu, on vit quelque chose de très vibrant, quoi. Donc l'engagement, il est là. Et effectivement, nous, ce qu'on a pu constater, c'est que dans un cadre comme celui-ci, passer de job à un autre, passer de stagiaire à responsable d'une équipe de 10 personnes en quelques mois, quelques petites années, c'est quelque chose qui se fait très bien. C'est quelque chose qui fonctionne à merveille. C'est super d'ailleurs de voir ces personnes évoluer, s'épanouir, prendre des responsabilités et réfléchir de manière intégrale et complète sur de nombreux sujets. Donc voilà, moi ce que je peux dire à mon niveau, c'est qu'effectivement, ça paraît une évidence, mais c'est vrai que j'ai vécu et j'ai vu
à quel point des entreprises, quand elles sont mobilisées, engagées et dans l'envie de construire quelque chose, peuvent vraiment se dépasser et bouger et être extrêmement polyvalents et vraiment évoluer sur des tâches très diverses, quoi. Super, merci beaucoup. Alors, du coup, Marie-Laure, je vous retourne aussi cette question justement sur l'évolution des compétences. C'est-à-dire que, est-ce que maintenant, les compétences attendues, elles changent pour justement anticiper ces transitions qui vont être obligatoires pour les entreprises? Alors oui, elles évoluent, évidemment. Alors la compétence, hein, c'est un trépied, hein, savoir-faire et savoir-être. Sur les compétences liées au métier vert, on va avoir des compétences techniques requises qui sont très importantes. Donc évidemment, ça va faire émerger des nouveaux métiers. Alors il ne faut pas se tromper, hein, sur les nouveaux métiers qui changent de sémantique juste parce qu'elles ont une brique de compétences en plus. Je prends souvent l'exemple d'un métier qui a évolué uniquement avec la brique digitale, qui était le chargé de communication. Le chargé de communication est devenu le community manager. On croit que community manager, c'est un nouveau métier, mais non, c'est un métier de chargé de communication qui a évolué. Donc, il faut faire aussi attention avec les anglicismes. Tout à l'heure, M. Rubin parlait de la data. La data, c'est la donnée. Hein, donc, la donnée existait aussi dans les entreprises. Donc, les compétences vont évoluer sur la technique, donc avec des nouveaux métiers, mais c'est surtout au niveau des soft skills qu'on va avoir une grande évolution parce que certains métiers, finalement, qui étaient des métiers liés sur la composante savoir-faire énorme, hein. Je parlais par exemple d'un métier de comptable, où la technique prévalait sur notamment les soft skills. Demain, ce ne sera plus vrai. Justement, parce que toutes les compétences liées à l'environnement, à l'énergie et au changement climatique, toutes ces compétences vont devoir faire appel à des soft skills nouvelles. Et vous parliez tout à l'heure du travail collectif, où finalement on ne pourra pas faire son travail uniquement dans son coin et être uniquement sur une tâche séparée. Donc on sera sur une nouvelle chaîne de valeur et c'est en cela que les compétences vont beaucoup évoluer. En revanche, on sait très bien qu'aujourd'hui, notamment sur la formation initiale, on ne va pas suffisamment vite pour former les jeunes et les moins jeunes pour répondre aux demandes des entreprises. Et donc on a un delta entre les attentes, et c'est pour ça que, notamment entre 2019 et 2020, sur les métiers verts, on a eu une explosion des demandes sur ces compétences, ces nouvelles compétences, et on n'arrivait pas à produire ces compétences en réalité. Et donc, il y avait des annonces, mais je vais donner la parole à Jérôme, qui est le mieux placé pour répondre à cela, des annonces où il n'y avait quasiment pas de réponse de candidats, parce que les candidats n'avaient pas les compétences idoines. Donc là aussi, il faut résorber ce delta temporel, et j'ose espérer que nos cycles de formation vont permettre de s'adapter davantage aux besoins des entreprises. Mais c'est aussi de la responsabilité du dirigeant de faire monter ses collaborateurs avec des formations internes. Jérôme. Ouais, si je peux me permettre, j'avais très envie de réagir. On est complètement nul pour l'instant sur la formation à tous ces enjeux-là dans les formations initiales en France. On a une moyenne d'âge chez Hello Work, on est 500, une moyenne d'âge de 30 ans. Avant qu'on parle d'une manière active de nos objectifs de transition dans l'entreprise, il y avait royalement entre 5 et 10 passionnés sur les 500 qui savaient ce que c'était qu'un scope 1, 2, 3, qui savaient un petit peu comment se construisait une estimation de l'empreinte carbone, etc. Alors ça bouge, mais ce sont uniquement eux-mêmes des passionnés qui se sont informés. Mais par contre, dans leur formation d'ingénieur, dans leur formation d'école de commerce, il n'y a rien. Enfin, aujourd'hui, il y a peut-être pas... Il y a probablement des personnes qui sont dans la formation ici, mais en tout cas, il y a encore un gap énorme à faire pour que toute personne qui arrive dans la société
ait déjà cette conscience qui lui permet d'être acteur en se disant ils ont tous envie d'y aller, mais ils ne savent pas forcément dans quelle direction aller. Ils sont un petit peu aveugles. Donc là, il faut absolument qu'on se fasse aider par la formation initiale pour qu'ils arrivent dans l'entreprise avec une conscience de comprendre un petit peu les enjeux pour pouvoir avancer dans la bonne direction rapidement. Donc, énorme enjeu, je pense. J'ai une question du public qui réagit et puis qui pousse en fait la question, qui dit est-ce que finalement la révolution, elle serait pas dans une approche du travail qui repenserait aussi la place du salarié dans la stratégie et dans la capacité à pousser la transition et donc avoir un rôle un peu différent et dans finalement le pouvoir, de partage du pouvoir dans l'entreprise et le partage de la valeur, c'est-à-dire comment on arrive pour y aller plus vite, comme vous le disiez, pour y aller peut-être avec une dose d'acceptabilité plus forte, parce que ça suppose aussi des tensions, et puis peut-être en étant tous plus informés, et ben de repositionner la place du salarié, qui est peut-être finalement demandé avec cette envie de transparence, cette nouvelle exigence, et peut-être que c'est ça la révolution du travail, la capacité à repositionner le salarié différemment dans la stratégie globale de l'entreprise. Je ne sais pas, là encore, c'est toujours compliqué de moyenniser. Mettre la place du salarié dans une entreprise, une PME, où tout le monde s'appelle par son prénom, où le patron est lui-même mouille la chemise. Et puis dans un groupe de 5000 personnes pour nous en France, et bien plus pour d'autres. Tout dépend. Si vous êtes maintenant, ce qui est important, plus que de repositionner la place d'emploi, c'est le considérer. Vous avez dit une chose très importante, c'est le devoir de transparence. Ça c'est pas inné. Alors là encore, dans une petite entreprise où tout le monde connaît tout le monde, mais dans un groupe, c'est pas inné. Et rarement d'ailleurs dans une intention maligne. Simplement qu'on n'a pas pris le temps d'expliquer la stratégie, le pourquoi on va faire, parce qu'on est parfois le nez dans le guidon à tous les niveaux. Se dire, il faut que je donne du sens. Voilà. Alors après, la question, c'est comment je donne du sens à 2, 3, 5 000 employés. Et puis vous ne parlez pas de la même façon à des N-1 de codir, à des managers, à des employés, à des ouvriers. Pourtant, quand vous avez tout ça dans votre spectre, voilà, le message est le même. Comment je les considère, comment je leur donne du sens. Et là, vous les repositionnez dans l'entreprise. Après, ça existe, des groupes de travail, de réflexion sur certains sujets. Le défi, c'est d'emmener tout le monde. Ouais, pour pousser un petit peu, et du coup ça va faire le lien avec la suite sur les propositions. Aujourd'hui en Allemagne, la place des salariés dans les conseils d'administration, c'est entre 40 et 50%. Donc on a des cultures aussi d'entreprise aujourd'hui où la place des salariés, par exemple dans les conseils d'administration, elle est portion congrue en France. Statistiquement, c'est extrêmement faible. Donc voilà, c'est une question aussi de peut-être en réfléchissant à la place du travail demain et avec les bouleversements rapides que vous indiquez et qui posent des questions qui vont être partagées et des sacrifices très probablement, comment aussi c'est possible d'avoir d'autres moyens peut-être de pousser ces discussions et d'amener un peu d'horizontalité, c'est ça la question je crois qui est posée. Je rebondis juste ce que dit M. Rubin. En fait, on ne peut pas aborder l'entreprise de la même façon si on est une grande entreprise ou une TPE-PME. On ne peut pas aborder la même question si on est dans une grande métropole à Paris ou si on habite à Landerneau, si notre entreprise est à Landerneau. Donc tout ça fait qu'on ne peut pas avoir une réponse unique à ces problématiques. Les entreprises qui ont entre 20 et je vais dire 70 personnes, elles ne peuvent pas avoir un responsable RSE. On ne peut pas dégager financièrement de quoi financer un poste RSE. Donc, cette notion de responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise, elle est portée par l'ensemble des salariés. Et effectivement, c'est le dirigeant, par son rapport avec ses salariés, quand il va leur donner la liberté, l'autonomie
de prendre en considération ces sujets-là et de lui donner l'opportunité d'avoir du temps pour les traiter, ça va être une chose différente que si on est dans un grand groupe, je présume, où on a une direction RSE et qui va travailler le rapport sur ce sujet différemment dans l'entreprise, avec la communication interne, avec évidemment des partenaires sociaux qui existent parce qu'il y a ces représentants du personnel. Moi, je représente aujourd'hui un conseil d'administration paritaire. Je représente le MEDEF, mais je compose tous les jours avec les partenaires sociaux. Et donc, on n'est pas du tout dans le même rapport. Et quand je les entends parler, quand ils émanent de grands groupes, on n'a pas le on donne pas le même sens aux choses par rapport aux choses de l'entreprise, parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques. Quand vous entendez un ministre aux 20h le soir qui déclare à la France entière que tout le monde va changer 40 fois de métier et 40 fois d'entreprise dans sa vie, quand vous habitez à Landerneau et que vous avez 2 grands employeurs, vous n'allez pas changer 40 fois de métier dans votre vie. Donc en fait, on ne peut pas faire de généralité. Jérôme, vous vouliez réagir? Oui. Après, il y a des choses qui vont, j'espère, probablement évoluer. On a eu, avec l'arrivée du numérique dans les entreprises, quand même l'arrivée du métier de DPO, qui a quand même eu un statut particulier par rapport... alors, dans les petites, ce n'était pas obligatoire pour toutes les tailles d'entreprise, mais quand même un statut particulier, avec un rôle particulier par rapport aux données personnelles. Mais quelque part, qu'il y ait la même chose qui arrive liée à l'enjeu RSE, etc., avec une même... C'est des choses qui, je suis assez persuadé qu'elles vont arriver. Et en tout cas, on ne peut que les souhaiter. Oui, oui. Merci beaucoup. Alors, on va rebondir sur du coup les propositions qui avaient été construites sur la capacité des entreprises à pouvoir envisager. C'est juste là pour vous. Ah oui, vous êtes trop loin. Excusez-moi. La capacité des entreprises à aujourd'hui intégrer un peu de nouveaux commandements pour aller vers la sobriété. Vous en avez très bien parlé, Alexandre. Hein. Du coup, il y a un enjeu de transformation potentiellement de stratégie à moyen, à long terme, et peut-être même, comme vous disiez, Marie-Laure, à court terme, vu les enjeux. Du coup, nous, on a réfléchi, on a essayé avec des centaines d'entreprises d'imaginer de nouveaux commandements pour pouvoir aller vers un fonctionnement plus sobre. Et du coup, on vous a proposé de choisir chacun un commandement. Et donc, je vais vous proposer de les présenter et de dire pourquoi ça vous paraît correspondre à ce que vous faites aujourd'hui en tant qu'entreprise, mais aussi ce que vous pourriez faire demain. Jérôme, vous avez choisi le premier commandement. Oui, c'est celui qui me tient le plus à cœur et aussi parce que je pense que c'est là où on a une urgence qui est extrêmement forte, où il faut commencer tout de suite. Donc c'est l'empreinte carbone. Où est-ce qu'on est? Donc la connaître, savoir où est-ce qu'on est aujourd'hui et savoir quelle trajectoire on se donne comme objectif dans l'ensemble de l'entreprise. Chez Hello Work, on a décidé de la baisser de 10% chaque année. Je suis assez à l'aise avec les 3 prochaines années de tout ce qu'on va pouvoir faire. Ça sera probablement beaucoup plus compliqué avec les 3 qui suivront. Mais en tout cas, il faut y aller plein pot. Aujourd'hui, la mise en relation entre un candidat et un recruteur, ça représente 21 grammes pour être exact. Donc une société qui recrute à travers nos services environ 50 postes sur l'ensemble d'une année et qui reçoit 1500 candidatures, c'est un aller-retour en voiture Rennes-Saint-Malo. Moi, j'aimerais demain que les entreprises puissent me demander ça, mais qu'elles puissent aussi le demander à mes concurrents et dire et vous en êtes où et que ça soit un marqueur de la même manière qu'un marqueur prix ou qu'un marqueur qualité ou qu'un marqueur rêve, que ça soit également un marqueur des produits. On revient sur la transparence. Merci beaucoup. Alexandre, vous avez choisi favoriser autant que possible l'économie circulaire. Alors, pour moi, la définition de l'économie circulaire, c'est faire mieux, peut-être plus, quand même, avec moins. Non, mais les deux on peut faire mieux et plus. Hein. Faut arrêter de se dire que le plus est un gros mot. Mais disons faire mieux avec moins de ressources. Donc là, je reprends la casquette. Ce qui intéresse, je prends l'exemple d'Yves-Rocher, nos clients, c'est les produits. On sait que les gens consomment moins demain et qu'ils vont donc consommer différemment. Donc je prends le plastique.
comment réfléchir demain à avoir des produits qui aujourd'hui, là encore, dans une notion de démocratisation, de volume, donc à des prix accessibles, on arrive à proposer des alternatives à ce qui existe aujourd'hui. Alors pourquoi c'est passionnant? Parce que c'est un travail de recherche déjà, qui existe. Par exemple, chez Yves Rocher, on a des sujets sur le recyclage, ce qu'on appelle le refill, la consigne, les produits anhydres. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'eau, vous les mettez... il y a plein, tout ça, ça existe. Mais ça existe sur des startups, sur le digital, à des prix incroyables, chers. Donc ça, ils font plus et mieux. Mais nous, le défi, c'est de le démocratiser. Donc là, c'est passionnant parce que ça va poser des questions de recherche, des questions de montée à l'échelle pour les usines. Typiquement, on sait qu'aujourd'hui, le solide va de plus en plus être présent. Alors certains diront c'est le savon, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc il faut changer toute une usine qui n'avait pas l'habitude de faire du solide et qui doit retrouver ça. D'éducation des consommateurs. Voilà, donc ça, c'est passionnant parce que, et au final, de changements massifs du geste du quotidien. J'avais l'habitude, pour aller vite, de prendre du gel douche, de m'en verser une quantité pas astronomique, de prendre plaisir sous la douche. C'est plus possible demain. Ce n'est plus possible. Là encore, injonction contradictoire. Beaucoup de gens déclaratifs vont vous dire ah ouais, non, mais c'est mieux. Un shampoing solide, c'est un tout petit peu plus compliqué qu'un shampoing liquide. Ça, c'est passionnant et les entreprises, elles doivent aller là-dedans. Ce n'est pas tout le temps ce qu'elles disent dans l'entreprise circulaire. Je peux vous dire que quand vous avez toujours ce défi inné chez nous de la démocratisation et de la montée à l'échelle, vous savez pourquoi vous vous levez le matin. Et là, il y a des créations d'emplois. Super, merci Marie-Laure. Vous avez dit relocaliser les activités et les emplois. Ah oui, un peu sans hésiter, puisque dans une ancienne vie, j'étais vice-présidente de Produits en Bretagne, donc une association qui a prôné le circuit court et la relocalisation avant beaucoup de gens, puisque demain nous fêtons les 30 ans lors de l'AG à Saint-Malo de Produits en Bretagne. Donc évidemment, relocaliser, pourquoi aller chercher loin ce que l'on a chez nous tout à côté. Donc en fait, c'est aussi avoir une autre approche de ces achats. Alors je crois qu'on est en pleine négo dans la grande distribution en ce moment. Donc penser que le déclaratif, à savoir faire mieux, plus sobrement, dans une économie plus responsable, ça passe pas que par le prix. Donc évidemment, donc là encore, il y a un grand delta entre le déclaratif et la réalité, puisque quand vous êtes un consommateur avec votre caddie, si vous avez besoin de boucler votre budget en fin de mois, vous allez vers le moins cher. Tout ça pour dire que relocaliser, pour moi, c'est extrêmement important. D'aller chercher les compétences qui sont à côté de chez nous, oui, même si toutes les cases ne sont pas remplies. Là aussi, il va falloir changer nos modes de recrutement. C'est-à-dire que quand on recrute, quand on a un cahier des charges, il faut accepter de minimiser ce cahier des charges et de prendre ses responsabilités en tant que chef d'entreprise ou DRH ou responsable opérationnel pour dire je recrute peut-être avec moins de compétences, mais je vais davantage m'impliquer dans la formation de ce nouvel entrant, travailler sur son intégration, parce que je pense que la formation, et je le disais à un journaliste qui doit être dans la salle, on doit, quand on est chef d'entreprise, former ses collaborateurs, même en période d'essai, pour le bien commun. Ça devient une notion de bien commun. Donc, relocaliser les emplois, c'est passer par recruter au plus près de chez soi, même si toutes les compétences ne sont pas à disposition en temps réel. Merci, c'est très clair, merci beaucoup. Et alors, dernière proposition, Tanguy, vous avez choisi développer un écosystème sobre en travaillant avec des entreprises inclusives et durables. Ouais. Alors nous, effectivement, on continue un peu sur la dimension sociale qui nous anime fortement depuis le début chez Familéo. Et donc, alors c'est un engagement qu'on prend mélangé à des opportunités qui sont aussi présentées pour être tout à fait transparent. Mais on a bâti un beau partenariat avec En Direct, Mathieu qui est là. Donc voilà, une entreprise adaptée qui fait notamment travailler des personnes en situation de handicap. Et donc qui s'occupe de l'impression, de la mise sous pli et de l'expédition de toutes nos gazettes.
Il n'y a que eux qui font ça, donc c'est 100% de notre production de gazette qui leur est confiée. C'est d'abord leur succès à eux parce qu'ils ont su faire confiance à deux gars qui débarquaient de nulle part et pour recommencer un projet qui était à zéro au début. Et puis après, dérouler avec brio toute la partition qu'on leur a demandé en termes de délai, de coût, avec toutes les exigences qui étaient nécessaires pour faire croître cette entreprise avec un prix au final qui soit faible. Et donc voilà, donc ça c'est un engagement qui est très fort chez nous, qu'on va évidemment continuer avec beaucoup de bonheur à dérouler, et qui et puis qui vient muscler vraiment, j'ai envie de dire, la dimension de la finalité qu'on peut avoir au sein de notre entreprise, en se disant que voilà, c'est un beau partenariat dont on est fier et qui apporte effectivement des choses autour de nous, qu'on est content de voir au quotidien, quoi. Merci beaucoup. Et alors, on va passer à la dernière partie de cet échange. On va vous proposer de nous dire les propositions que vous choisissez pour les décideurs politiques, économiques. Pourquoi ? Parce qu'on a parlé aussi du gap entre la volonté et la réalité, le déclaratif et l'objectif. Pourquoi ? Parce que il y a aujourd'hui un système économique qui n'est pas obligatoirement hyper incitatif sur une transition vers la sobriété et qui peut aujourd'hui faire que faire sobre, c'est plus cher, faire local, c'est plus cher. Voilà. Et donc, il y a un enjeu aussi d'être en capacité collectivement de proposer de nouvelles manières de fonctionner et peut-être un nouveau modèle, un nouveau contrat entre les entreprises et la collectivité au sens large. C'est pour ça que nous, on fait des propositions, on pousse les curseurs et on continue à les pousser, à réfléchir à des choses qui permettront d'être réalistes complètement et en même temps qui interrogent la manière aujourd'hui de soutenir une économie peut-être un petit peu passée. Donc, vous avez choisi Tanguy, je vous redonne la parole, et Jérôme, rendre la sobriété compétitive. Je vous laisse réagir en duo. Ça va dans la droite ligne de ce que je disais avant. À partir d'un certain moment, plus on va faire d'efforts, plus on va devenir moins compétitif qu'un concurrent très crade à côté de nous, qui ne fera pas les mêmes efforts que nous ou pas justement sur cette transition-là. Donc, comment organiser ça dans un monde ? Parce qu'une société, une entreprise, elle doit être compétitive. C'est pas une option. Donc, on est sur un terrain de compète. Il faut qu'on ait les mêmes règles. Il faut que tout le monde joue le jeu dans la même direction. Et celui qui ne joue pas le jeu, il faut que quelque part, il soit pénalisé d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, il n'y a pas ces règles-là. Donc, il faut les mettre en place. Tanguy. Je partage complètement. C'est-à-dire que voilà, la sobriété, c'est super. Quand on partage tous plein d'idées positives là-dessus, mais pour qu'elle soit vraiment universelle, appliquée par tous et qu'elle s'étende à tout le monde et qu'elle soit mise en place, je pense vraiment qu'il faut effectivement qu'il y ait des éléments financiers qui viennent accompagner tout ça pour donner envie de le faire et puis pour y compris aux plus réticents. Donc et je trouve que c'est en plus au-delà de l'incitation en tant que telle, je pense que c'est normal. En fait, c'est normal que quelqu'un qui a effectivement un comportement pas terrible soit sanctionné et que quelqu'un qui a un comportement positif soit encouragé. Je pense que c'est vraiment un élément indispensable au succès du mouvement, quoi. Merci Marie-Laure, vous avez choisi investir massivement dans les entreprises sobres. Bah oui, ça fait le lien avec ce que vient de dire Tanguy, c'est-à-dire que notamment... parce que là, vous mettez vos propositions, mais vous les détaillez dans votre manifeste. Quand vous dites conditionner les aides publiques aux entreprises à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, dans un souci de bonne gestion de l'argent public et de stratégie de planification à long terme, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on peut plus se permettre, et on l'a fait aussi, que ce soit l'État ou nos collectivités territoriales ont commis des erreurs, d'investir dans des entreprises qui ont été ici pendant 3 ans et qui du jour au lendemain sont partis parce que les aides publiques avaient été épuisées. Alors, je le dis d'une façon un peu trash, mais tout le monde voit de qui je parle. Donc
on peut plus se permettre ça. C'est indécent. Et à côté de ça, on a des entreprises qui font des efforts, des TPE, PME qui ont besoin d'être accompagnées. On a des filières émergentes, j'en ai parlé tout à l'heure, qui peuvent résoudre des problèmes planétaires sur l'énergie. C'est celle-là qu'il faut mettre en avant et qu'il faut aider, mais d'une façon saine. Voilà. Merci. Et Alexandre, vous disiez soutenir la transformation de nos territoires. Oui, moi, je pense que c'est important en ce moment que les Bretons soient fiers d'Yves Rocher. Soutenir la transformation de nos territoires, quand on va à l'Agacie, on voit ce que ça veut dire. Ce n'est pas simplement des usines. C'est tout un microcosme. C'est un festival photo. C'est des emplois qui ont été sauvés. C'est des commerçants qui aujourd'hui se posent la question de dire on n'y arrive plus, il y a trop de monde pendant l'été, on n'arrive pas à embaucher. Donc on crée une bergerie où les jeunes qui viennent aider les cafés, les restaurants vont payer pendant un mois 10 € pour pouvoir loger à l'Agacie. C'est ça, transformer un territoire. C'est pas simplement faire Made in France en ouvrant une usine. C'est bien plus que ça. Le mot-clé là-dedans, pour les décideurs politiques, c'est le verbe, soutenir. Et ça dépasse largement demain simplement se dire je pose une usine et je fais du Made in France. C'est d'autant plus vrai que je parle au nom d'Yves Rocher, mais je pourrais parler au nom du groupe. Aujourd'hui, le groupe Rocher, c'est plein de marques. Certaines ne sont pas très connues. Une autre est assez connue des Français, c'est Petit Bateau, qui fête ses 130 ans et qui produit toujours à 3 dans l'Aube. Donc voilà, je pense que c'est un travail de 130 ans d'un côté, de 60 ans de l'autre. Ça peut se faire par la force d'un entrepreneur. Ça se fait aussi par l'attachement qu'ont les Français dans ces marques patrimoniales. Et c'est vrai que l'État a un devoir d'accompagner sur le long terme, pas à coup d'aide, mais à coup de conseils, etc., etc. Et puis de mise en avant. Peut-être parfois prendre la parole pour dire c'est pas tout à fait juste ce qui se passe chez Yves Rocher, messieurs les journalistes. On comprend Voilà. Bon, le sens de votre... Les Bretons défendaient cette marque. Et soutenir la transformation des territoires dans les propositions, c'est évidemment aussi être en capacité sur les enjeux de logement, de mobilité, d'accompagner finalement les grandes transformations pour des territoires bas carbone et des métropoles, mais pas que. Et aujourd'hui, être en capacité que les entreprises aussi puissent être accompagnées dans ces transformations, parce que travailler à la mobilité, on en parlait Marie-Laure sur d'autres sujets, travailler au logement et donc à la capacité de maintenir de l'économie en faisant un système vertueux mais qui reste du coup plus local et bas carbone, c'est ça qui a les propositions qu'il y a derrière et où on a encore une fois besoin d'une alliance entreprise-pouvoir public assez forte. Merci beaucoup à tous pour votre intervention. Pour conclure, je voudrais proposer à une jeune productrice qui s'appelle Hélène Cloître, qui a produit un film Rupture qu'elle a présenté déjà à plus de 30 000 jeunes partout en France, de venir faire un éclairage sur le débat qu'il y a eu, un peu une déclusion comme on appelle. Bienvenue Hélène. Et de pouvoir un peu rebondir avec ton expérience et ce que tu as pu aussi entendre ces derniers mois dans la tournée de ton film. Comment tu rebondis sur le débat qu'il y a eu aujourd'hui sur cette question de l'avenir du travail ? Oui, alors bonjour à toutes et tous et merci de me donner la parole. Je suis très contente de pouvoir faire une déclusion à cette table ronde parce que de ce que j'ai entendu, j'ai beaucoup de choses à dire. Alors en fait, moi je m'appelle Hélène et je suis la productrice du film Rupture. Rupture, c'est un film qui est sorti en septembre 2021 et qui parle de la quête de sens des jeunes diplômés. Donc en fait, on est allé suivre 6 jeunes qui ont fait des études de l'enseignement supérieur, des Sciences Po, des écoles d'ingé, des écoles de commerce et qui ont décidé au moment de choisir leur emploi de mettre l'impact au cœur de leur choix de carrière.
Ça fait 1 an et demi qu'on intervient avec Arthur Gosset, le réalisateur, dans plein de lieux différents, principalement auprès des étudiants dans les grandes écoles et les universités, mais on est aussi beaucoup intervenu dans les lycées et depuis plus récemment dans les entreprises pour parler justement de cette quête de sens. Donc, quand j'entends parler de quête de sens qui n'est pas si prégnante que ça m'intéresse. On parle beaucoup depuis tout à l'heure de chiffres. On dit en fait le salaire c'est le critère numéro 1, la quête de sens finalement pas tant que ça. Je pourrais sortir plein d'autres études, là je m'en suis noté quelques-unes qui disent l'inverse, notamment le baromètre Jean Jaurès et BVA sur la jeune génération, le baromètre Ipsos, NewGen, la consultation nationale étudiante du RESES qui disent justement à l'inverse que la quête de sens et d'impact est le critère de décision numéro 1 au moment où les jeunes choisissent leur emploi. Mais je ne vais pas faire une bataille de chiffres aujourd'hui. Ce dont je vais vous parler, c'est de ce que j'ai vécu. On est allé dans plus de 150 grandes écoles et universités avec Arthur. Donc les étudiants, on les a rencontrés, on les connaît. Et en fait, ce qu'on a observé depuis 1 an et demi, et encore hier, on était à l'INSA à Rennes, avec une salle presque remplie. Il y avait 150 étudiants dans l'amphi qui étaient là pour regarder Rupture. À chaque fois, on leur pose la question, après Rupture, on leur dit « Est-ce que vous considérez inquiet ou angoissé face à l'avenir climatique ? Levez la main. » Ils lèvent quasiment tous la main. Quand on leur demande est-ce que vous voulez mettre est-ce que l'impact est un critère de choix pour vous, ils lèvent tous la main. Quand on leur demande est-ce que vous êtes paumé dans vos choix de carrière, ils lèvent aussi tous la main. Alors en effet, une fois de plus, c'est du déclaratif. Mais ce qu'on observe, c'est que depuis 2018 que ce mouvement a commencé à émerger, il y a eu le manifeste étudiant pour un réveil écologique qui a été signé par plus de 30 000 étudiants, principalement sur le plateau de Saclay. Il y a eu 2018 beaucoup de choses, les premières marches pour le climat. Il y a eu la démission de Hulot en direct sur France Inter. Donc il y a eu beaucoup de choses en 2018. 2018, c'est vraiment le terreau de l'engagement étudiant. Depuis 2018, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu des écoles se transformer. Les étudiants ont porté des transformations dans les écoles. Aujourd'hui, des écoles comme Audencia créent un nouveau programme qui est le programme Gaia, spécialement dédié aux enjeux de transition écologique. Ça a été coporté par les étudiants. Dans d'autres écoles, comme par exemple l'UTC à Compiègne, les étudiants ont fait un groupe de travail avec les enseignants et les personnes de l'administration pour créer un nouveau programme en ingénierie soutenable. À Centrale Nantes, il y a le master en low-tech qui vient d'être lancé à la rentrée et qui a été très sollicité, plébiscité par les étudiants. On se rend compte que les étudiants à la fois poussent leurs écoles à se transformer et en même temps derrière sont réceptifs à ces transformations-là puisqu'ils vont dans les programmes qui sont créés. Donc cette quête de sens-là, chez les étudiants qu'on a rencontrés, on la voit, ils nous le disent, ils la provoquent et derrière, ils l'encouragent. Et ces étudiants-là, bonne nouvelle, ils vont bientôt arriver sur le marché de l'emploi. Donc la question, c'est aujourd'hui, comment est-ce qu'on les accueille en tant qu'entreprise ? Parce qu'ils ont transformé leurs écoles, ils ont fait en sorte que leurs écoles mettent des budgets considérables sur la table pour se transformer, ils vont avoir les mêmes attentes face aux entreprises. Et en fait, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que il y a eu beaucoup de greenwashing ces 10 dernières années. Beaucoup d'étudiants n'ont plus confiance dans les entreprises. Le greenwashing aujourd'hui est décrié partout sur les réseaux sociaux. Moi je suis une jeune militante, on le voit partout, plein de groupes, perles de greenwashing. Il y a tous les Jean Covici et tous les idoles des jeunes qui s'engagent, qui communiquent à longueur de journée sur les questions de greenwashing. Donc aujourd'hui, le greenwashing, on ne se fait plus avoir. Le problème du greenwashing, c'est qu'il a altéré le lien de confiance entre nous, les jeunes, et les entreprises. Et aujourd'hui, on observe qu'il y a une vision presque binaire du monde de l'entreprise, où les jeunes qui ont conscience de ces enjeux-là et qui veulent s'engager disent « Ah ben non, moi si je veux m'engager, je ne veux pas aller travailler en entreprise, du coup je dois rentrer en rupture. Et je vais aller élever des chèvres dans le Larzac ou alors lancer ma propre conserverie anti-gaspi, comme ce que j'ai moi-même fait au Mans il y a 3 ans, puisque j'avais l'impression que le monde de l'entreprise était un monde complètement qui manquait de sens. » Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, le gros enjeu pour vous qui êtes des entrepreneurs, des dirigeants, c'est justement de rétablir ce lien de confiance entre les jeunes et le monde de l'entreprise. Et pour ça, il y a un mot tout à l'heure, parce que là, je dis un peu ce qui ne m'a pas plu pendant l'échange, mais il y a aussi des choses qui m'ont plu, notamment quand vous parlez de transparence. Je pense que c'est très important que les entreprises aujourd'hui fassent preuve de transparence, disent ce qu'elles font. Donc ça c'est très bien de dire ce que vous faites, de dire ok, on a fait un bilan carbone, on a vu qu'il y avait ci, ça à améliorer, on est bon là-dedans, on n'est pas bon là-dedans, et d'être capable de dire aussi ce qu'elles ne font pas. Et de dire aujourd'hui, on s'appelle grain de sel,
On est une entreprise qui produit des chocolats et du café, qui fait venir du chocolat et du café en voilier. On est une entreprise qui se veut responsable, mais on a un problème, c'est que nos emballages aujourd'hui ne sont pas recyclables. Et on ne sait pas comment faire. Et on a besoin de personnes qui aient envie de se pencher sur la question pour nous aider. Et en fait, cette démarche-là de transparence des entreprises, je pense qu'elle peut être que valorisée par les jeunes qui sont en quête de sens. Parce qu'aujourd'hui, 75% des jeunes souffrent d'éco-anxiété. En France, mais dans d'autres pays du monde, ce n'est pas qu'une question de français, ce n'est pas qu'une question de privilégiés. L'avenir climatique, il fait peur, il nous angoisse. Et aujourd'hui, il y a une urgence pour agir, que les jeunes puissent s'engager dans leur métier. Et ce n'est pas un critère secondaire, excuse-moi Marie-Laure, mais là-dessus, je te rejoins pas du tout. La question de l'impact, il est tellement central au cœur de beaucoup de jeunes, c'est tellement émotionnel qu'à un moment donné, quand on prend conscience de ces enjeux-là, on ne peut plus le remettre au second plan. Merci beaucoup. C'était super cette conclusion parce qu'on va continuer le débat et on en est vraiment ravis parce que c'est des débats qui commencent. Et merci à tous vraiment de votre transparence, d'avoir parlé ouvertement, justement en disant vraiment ce qui était important pour vous, ce que vous voyez et la totalité de vos regards pour entrer vraiment dans le débat et pouvoir continuer aussi à nous éclairer pour qu'on pense cet avenir du travail, cette transition écologique avec tous les éléments et en essayant de trouver une manière de le penser ensemble les uns avec les autres, même si on n'est pas tous d'accord. Merci beaucoup et bonne fin d'après-midi. Maintenant, c'est les masterclass à partir de 16h. Il y a 4 masterclass pour vous. Business sobre, leadership sobre. Et après, on se retrouve à 16h pour la pitch party.